بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis pour écouter Madame Asta Amar dans sa soutenance de thèse de diplôme d'état de doctorat en médecine portant sur le sujet suivant, prééclampsie au centre hospitalier national de El Diam, impact de la définition ISSHP 2018 sur le diagnostic et le pronostic. Madame Asta Amar, voulez bien nous livrer les conclusions de votre travail? ISSHP a élargi la définition de la prééclampsie. Nous avions voulu évaluer l'impact de l'adoption de cette nouvelle définition. L'objectif principal de notre étude était de comparer la prévalence et les caractéristiques clinico-biologiques des patientes
selon la définition historique, et celle de l'ISSHP dans une population ouest-africaine. Nous avions ainsi réalisé une étude de cohorte rétrospective, analytique, chez les patientes ayant accouché à la maternité du Centre hospitalier national d'Alal Jammou, CHNDJ, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Nous avions inclus l'ensemble des femmes présentant une prééclampsie selon la définition ISSHP. Nous avions exclu les patientes présentant une hypertension artérielle, mais n'ayant pas réalisé de bilan biologique complet. Les données étaient collectées via une base de données e-périnatale utilisant un logiciel FileMaker. Cette base de données est mise à jour quotidiennement. Les données recueillies de la base FileMaker étaient exportées sur Excel, puis analysées grâce au logiciel Statistical Package for Social Sciences 20.0, SPSS. Les variables qualitatives étaient décrites par des proportions par rapport à la part totale. Les variables quantitatives étaient exprimées par le paramètre de dispersion. Nous avions inclus 198 patientes. L'âge moyen des patientes était de 28,5 ans, avec un écart type de 7. La gesticité moyenne était de 3 grossesses plus ou moins 2, avec une parité moyenne d'un enfant. Toutes les 198 patientes de notre échantillon d'études répondaient aux critères de la nouvelle définition ISSHP. 170 patientes, soit 85,8%, avaient une hypertension artérielle associée à une protéinurie significative et 28 patientes, soit 14,2%, ont été étiquetées prééclampsie rétrospectivement en prenant en compte la nouvelle définition. La prévalence de la prééclampsie selon la définition historique était de 7,2%. En prenant en compte la définition ISSHP, la prévalence passait à 8,5%. Nous avons retrouvé significativement plus de signes neurologiques sur les prééclampsies précoces associés à une protéinurie, soit 32% versus 18%, P étant égal à 0,03. Cependant, les anomalies utéroplacentaires ainsi que les morts fœtales in utero étaient significativement plus diagnostiquées dans les formes de prééclampsie sans protéinurie, soit respectivement 71,4% versus 35%, P égale à 10 puissance moins 6, et 25 versus 4,7%, P égale à 10 puissance moins 4. Nous n'avons pas mis en évidence de différence concernant la survenue d'un hématome rétroplacentaire en fonction de la présentation clinique de la prééclampsie. Sur le plan biologique, nous n'avons pas mis en évidence de différence significative concernant l'anémie, la cytolyse hépatique, le HELP syndrome, la coagulation intravasculaire disséminée ou une créatininémie supérieure à 90 micromoles par litre, en fonction de la présentation de la prééclampsie. Le diagnostic de thrombopénie isolée était significativement plus retrouvé dans les prééclampsies sans protéinurie, avec 39% contre 16,5%, P égale à 10 puissance moins 4. Dans notre étude, nous avons retrouvé 55 prééclampsies précoces et 143 prééclampsies tardives. Dans les formes de prééclampsie précoce, la pression artérielle était significativement plus élevée. De même, la prévalence des signes neurologiques, des anomalies utéroplacentaires, de la cytolyse et de l'atteinte rénale était plus élevée. Au terme de ces constats, nous formulons les recommandations suivantes. Adopter la définition ISSHP pour un diagnostic plus exhaustif des prééclampsies. Doter les structures sanitaires d'un plateau technique permettant de réaliser l'ensemble du bilan diagnostique de la prééclampsie. Former les prestataires de soins sur les nouveaux critères diagnostiques de la prééclampsie. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vous remercie, Madame Astamar, d'avoir bien voulu travailler sur ce sujet ô combien important. Et avant de nous pencher exactement sur vos documents, permettez-moi de rendre un hommage à des maîtres et amis avec qui je partage ce jury. Je vais nommer le professeur Mamour Gueye, qui est aussi grand scientifique, un scientifique hors pair qui est reconnu un peu partout dans la société universitaire. Je le disais la dernière fois, comme je suis le président du comité scientifique de toutes les sociétés de l'université. Voilà, cela montre comment, ô combien ces compétences sont à vouer, à louer. C'est un grand référent dans les pathologies du
les pathologies du sein avec son homologue Santiago, qui est ici présent et a un travail excellent pour la prise en charge de ces patientes qui souffrent de cancer du sein, mais également qui souffrent d'autres maladies du sein. Il est tout le temps à leur chevet et cela démontre également ses qualités humaines qui sont également exceptionnelles. Il se donne corps et âme dans ce qu'il fait, un grand épidémiologiste qui a eu le flair de l'importance de la collecte de données et qui a fait que ça l'a motivé à élaborer la plus grande base maintenant au Sénégal, la plus grande base de données qui est actuellement utilisée, presque la seule, a été élaborée par lui-même et nous permet de faire nos travaux scientifiques. Il a enregistré plus de 100 000 accouchements au centre de santé Philippe Senghor. Nous, on a débuté 2021, mais son travail nous a permis de réaliser cet important travail. Donc, c'est également son travail et nous le remercions pour cela. C'est une perte à l'université et on prie pour lui. À côté de lui, un frère, Moussa Diallo, c'est un frère, un ami. Chaque fois que je l'appelle, je suis sûre qu'il accepte. Il ne peut pas me dire non, peut-être que je suis un peu manipulatrice sur les bords. Mais il est doté de qualités humaines extraordinaires. C'est également un peu le miroir de professeur Lamoué, donc ils travaillent ensemble sur les pathologies du sein. C'est également un grand chirurgien, un grand celluloscopiste, un référent dans la matière et également un scientifique hors pair. Donc c'est vraiment un plaisir de siéger à côté de ces deux personnes qui nous sont très chères. Alors, le contexte de ce travail, c'est avec votre co-directrice de thèse, vous avez décidé de voir s'il fallait, dans nos conditions, adopter cette nouvelle définition qui est recommandée par la Fédération internationale de gynécologie obstétrique. Et si on l'adoptait, quel serait l'impact? Et c'est un travail très important dans le sens où la prééclampsie pose un très grand problème dans sa prise en charge. Avant, on ne parlait que de l'hémorragie du postpartum. Maintenant, l'hémorragie du postpartum est bien maîtrisée avec vraiment une prise en charge qui est bien définie, avec un bon timing. Et ça nous permet de sauver des vies. Par contre, concernant la prééclampsie, la prévalence augmente. Les complications sont difficiles à gérer et au niveau des centres de référence dans les hôpitaux de niveau 3, la prééclampsie devient la première cause de mortalité maternelle. Donc c'est important de se poser et de se dire, est-ce qu'il y a des prééclampsies qu'on ne diagnostique pas et quel sera l'impact si on ne les diagnostique pas? Et donc voilà l'intérêt de ce travail qui est excellemment bien mené. On ne peut pas être juge et partie, mais juste résumer ce travail en deux choses. Il faut s'attendre à l'augmentation de la prévalence de la prééclampsie. On l'a vu lorsqu'on adoptera cette définition. Mais également, le point positif, c'est qu'on pourra diagnostiquer des prééclampsies qui auront un versant maternel dans l'expression. Et donc, on pourra sauver des bébés en étant beaucoup plus vigilante quand on adopte ce travail. Et voilà ce qu'on attend d'un travail scientifique, c'est de pouvoir améliorer les politiques publiques. Et soyez assurés que cette définition sera adoptée dans les politiques, normes et protocoles du Sénégal très bientôt, avant janvier 2025, Inch'Allah. Je tiens juste à rendre également un hommage à la co-directrice de thèse qui a abattu ce travail avec vous, qui vous a accompagné. Elle nous a pris à la cheville tout le temps ensemble, du début jusqu'à la fin. Donc, ce travail, c'est également le sien. Et je la félicite et l'encourage par rapport à cette abnégation qu'elle montre, non pas que dans les soins, mais dans la recherche, dans cette recherche qui est opérationnelle
et qui fait pousser un peu la science vers l'avant. Donc je l'encourage, il faut continuer ainsi, Dr Patricia. Donc quant à Asta Ama, je l'ai vu très souvent dans le service, calme, on ne vient pas ex nihilo. Quand on est quelque part, quand on est assise là, c'est parce qu'on a une histoire et que ça fait partie des meilleures histoires. C'est une sélection naturelle, s'asseoir ici dérive d'une sélection naturelle, et si on peut le faire, si on arrive à une certaine abnégation pour réussir autant de défis, c'est parce qu'on a reçu une très belle éducation, et pour cela je félicite vos parents. Je vous félicite et je vous souhaite une excellente carrière. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien voulu exposer le contexte dans lequel ce travail a vu le jour. Votre maître et votre directrice de thèse n'a pas posé de questions, étant donné qu'elle est la directrice de ce travail. Avez-vous des mots à son endroit? Nous sommes profondément touchés, cher maître, par la spontanéité avec laquelle vous avez accepté de diriger ce travail. Avec bienveillance, votre rigueur scientifique et votre sens de responsabilité nous ont toujours rempli d'admiration. Malgré vos nombreuses sollicitations, vous avez accepté de nous consacrer votre temps si précieux. Nous avons eu la chance de vous côtoyer au service de gynécologie obstétrique du Centre hospitalier national de l'Odjam, et nous garderons de vous le souvenir d'un maître dévoué, soucieux du travail bien accompli et doué de qualités scientifiques admirables. Permettez-nous, professeur, de vous témoigner toute notre estime et notre vive reconnaissance. Notre maître et juge ne nous a pas posé de questions et ne nous a pas non plus fait de remarques ni de suggestions. Nous vous remercions, cher professeur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président et chère assistance. C'est un immense plaisir pour moi encore de siéger aujourd'hui en famille, à côté de mes amis. Je dis en famille parce qu'on constitue une famille à la maternité, à la clinique gynécologique obstétricale, et également entre amis, car ce sont de grands amis pour moi, le professeur Mamdiara Diaye et le professeur Mamour Gueye. Le professeur Mamour Gueye, c'est un grand frère à nous, c'est notre grand frère à nous tous, et c'est un modèle vraiment qu'on essaie de suivre. C'est pas du tout facile. Moi, personnellement, il m'a accueilli en première année de l'internat, et très tôt, il m'a donné quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a aidé à fixer très vite mes objectifs, ce qui a fait que je n'ai pas trop bourlingué, quoi. Donc après, quand on va droit au but, on peut aller très loin. Et finalement, j'ai essayé de le fuir un peu. Après, on s'est retrouvés ensemble en oncologie. Oncologie qu'on a pu continuer, qu'on a élargi à certains organes grâce à lui, parce que il fait de la chirurgie, mais également il fait de l'oncologie médicale. Ce qui fait qu'on a acquis une certaine indépendance à la CGO, à la clinique gynécologique obstétricale, et on essaie de le suivre. C'est un modèle humain. Il ne cesse vraiment jamais de nous rappeler à quel point on doit être humain et on doit administrer des soins humains à nos patientes, parce que la cancérologie, ça fait souffrir aussi bien les patientes que les praticiens. Il est d'une grande empathie et il a d'excellentes qualités scientifiques, qui fait qu'on a beaucoup besoin de lui. Et c'est notre informaticien maison, quoi. C'est un privilège que peu de services peuvent se vanter d'avoir. Il répond à toutes nos exigences, en fait, parce que ce fichier FileMaker qu'il a pu utiliser pour nous établir des bases de données sont des fichiers qui ont été personnalisés et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Voilà quelqu'un qui, au cours d'une consultation, on lui dit « Mais est-ce que tu peux ajouter ce paramètre dans le fichier ?» Il dit « Oui, vérifiez, j'ai rajouté. » Voilà. Ce qui fait que c'est tellement bien et que, voilà. Et en dehors de cela, quand on lui demande de faire quelque chose, il fait la police derrière, quoi. Il dit « Oui, tu m'as demandé de faire, après j'ai pas rempli. » Donc, c'est dire à quel point il est important pour nous que ce grand monsieur reste là, même s'il dit des fois qu'il va quitter la clinique. Je pense que vous n'êtes pas d'accord. Personne ne sera d'accord avec cela. Il va rester longtemps avec nous et nous lui souhaitons une très très longue vie à nos côtés, dans la clinique,
et une vie sociale bien épanouie. À côté de lui, il y a le professeur Mamdiara Ndiaye, qui est une grande amie qui est une grande amie également. Ce n'est pas une manipulatrice, c'est un peu tout dire, mais elle exerce même une fonction laïque, disons. Disons que à Mamdiara, on ne peut rien refuser. Voilà. Donc, quand elle appelle, c'est toujours oui avant qu'elle ne dise quoi que ce soit. C'est dire à quel point, quand on ne peut pas refuser quelque chose à quelqu'un, ça veut dire deux choses. Soit la personne est une vraie manipulatrice, soit la personne est d'un grand cœur. Et c'est son cas. Elle aussi, elle refuse en fait rien de ce qu'on lui demande. C'est cela. C'est une grande travailleuse et c'est pas la peine que je vous le dise parce qu'elle accomplit, elle a un travail immense au centre hospitalier national d'Al Aldjan. On travaille de temps en temps ensemble. C'est vrai que tous ces cas, c'est des casse-têtes chinois, mais on apprend toujours de ces cas. Et c'est une personne qui a un grand cœur et je lui souhaite tout le bonheur du monde. J'ai lu ce travail, comme beaucoup d'autres de ses travaux, avec vraiment beaucoup d'intérêt. Et ce travail est comme un travail, il y a des PSG like qui a été fait chez les femmes diabétiques. C'est un peu resserrer les critères autour de ces prééclamptiques parce que avant, en fait, nous avons tous que les prééclamptiques, il y en a beaucoup qui nous échappent. Et on se rend compte finalement de leur tableau au stade de complication. Et on se rend compte qu'en resserrant un peu les critères diagnostiques, on parvient à rattraper ou à inclure pas mal de ces patientes-là. Et donc avec cette attitude proactive, vraiment on parvient à inclure beaucoup de patientes et surtout à faire quelque chose. L'objectif, c'est pas tant de faire le diagnostic des classes prééclamptiques, mais en fait, c'est d'en faire le diagnostic et de leur proposer une prise en charge. Et ça, c'est possible en fait. Nous, on s'en est rendu compte depuis quelques années en fait, qu'on traite des patientes comme des prééclamptiques et ça donnait de bons résultats. C'était un peu de l'empirisme. Mais prenons le cas des bilans, des examens biologiques, la numération plaquettaire. C'est un gros problème en fait ici au Sénégal. D'autant plus que pratiquement aucune des patientes n'a une bonne numération formule sanguine correcte, une numération formule sanguine correcte. Donc on parvient à les mettre dans ce tableau-là de prééclampsie et très précocement et à leur proposer quelque chose. Et également l'absence ou non, ou la présence ou l'absence de la protéinurie. C'était un gros frein, alors qu'on sait que ces patients se comportent tout comme des prééclamptiques. Et vraiment, c'est un travail qu'on gagnerait, comme elle l'a dit, et je sais que ça va être fait, à utiliser dans les politiques, normes et protocoles du Sénégal. Et bien entendu, il va falloir qu'on se retrouve s'inspirer les manches parce qu'on va avoir une fréquence beaucoup plus élevée de prééclamptiques, une prise en charge beaucoup plus précoce. Et l'objectif de ce travail, ou alors de l'introduction de ces critères dans notre pratique de tous les jours, c'est de rendre cette pathologie en fait moins délétère. On peut jouer avec le feu, mais quand on est expert, on peut vraiment utiliser le feu pour faire de bonnes choses. Et en fait, ce travail, je pense que si on parvient à le diffuser et de manière rétrospective, surtout, à l'appliquer à nos différentes bases de données, on pourra faire une cartographie assez holistique de la femme sénégalaise. Parce que la femme sénégalaise a un profil assez particulier, que je trouve, parce que, comme par exemple les facteurs de risque, l'obésité, avec les critères resserrés de diabète gestationnel, elles sont bien plus exposées que d'autres populations de la sous-région, chose qu'on a du mal à comprendre un tout petit peu aussi. Donc, vraiment, je vous félicite, je félicite votre directrice de thèse, qui est le professeur Mamdiara Ndiaye, pour avoir entrepris, et la co-directrice aussi, pour avoir entrepris ce travail innovant et qui va beaucoup nous aider et beaucoup surtout la population sénégalaise en ce qui concerne la prééclampsie. Car nous, à l'hôpital de Pikine, on ne reçoit que des complications de la prééclampsie, ce qui fait qu'on en a beaucoup, mais après, il n'y a pas beaucoup de bons résultats. Et si on parvient à aller un tout petit peu, ce n'est pas tant le dépistage, mais on s'en rapproche un tout petit peu du dépistage,
à savoir la prise en charge de diagnostic précoce. Donc je vous félicite pour cela et je sais que travailler avec le professeur Mame Diarra Ndiaye n'est pas très facile. Pas parce qu'elle est difficile, elle n'est pas difficile, elle est très méticuleuse et très soignée. Donc c'est des travaux qu'elle ne fait pas comme ça à la va-vite. Et si vous êtes parvenu à le faire, c'est parce que vous étiez bien accompagné et bien encadré et vous aviez une soupape de sécurité, à savoir votre co-directrice. Donc je vous souhaite une brillante carrière médicale si le jury accepte de vous donner le titre, et une vie sociale bien épanouie, et remercier vos parents et les féliciter pour avoir fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, à savoir d'être dans une heure ou deux un médecin de plus au service de la population sénégalaise. Merci, Monsieur le Président. Un travail, toute l'énergie que les gens vont dépenser dans ce travail-là, c'est pour pouvoir avancer d'un point A à un point compris entre B et Z. Donc, la méthodologie, elle est très bien menée. Je trouve que vous avez bien réfléchi et désigné le schéma de l'étude. Le recueil des données, c'est un recueil rétrospectif. Donc chaque fois qu'on est dans un recueil rétrospectif des données, il y a une chose que l'on n'inclut pas dans la méthodologie, c'est critères d'exclusion. Parce que dans le recueil rétrospectif, nous décidons d'abord d'inclure des patients ou des cas dans notre étude. Et si les cas répondent aux critères d'inclusion, ils ne peuvent pas répondre aux critères d'exclusion. Donc c'est des critères d'inclusion et de non-inclusion. Si on est dans une situation où le recueil des données est prospectif, on peut décider d'inclure des cas ou des patients et de les exclure dans un deuxième temps parce qu'un nouvel événement s'est créé. Mais ici, les données étant connues avant l'inclusion, il ne peut pas y avoir un principe d'exclusion, mais il peut y avoir de non-inclusion. Les résultats sont très intéressants parce que quand on analyse la prééclampsie seule, on est à peu près tel qu'on la connaissait avant 2018. On était à 170 cas, je pense que ça donne à peu près 7,2 ou 3%. Et quand on inclut les 28 cas de plus, en considérant la nouvelle définition, on est à 198, ce qui fait passer la prévalence de 7,2, 7,3 à 8,4, 8,5, soit 1,1%. Je pense que ce 1,1%, il faut insister là-dessus. On voit les résultats, mais on ne voit pas que vous insistez parce qu'un point, c'est important en termes de santé publique. On gagne 1,1% en changeant juste de définition. Et c'est 1,1% dépendant, parce que là on est sur 2022, on est 2339 patients, ça c'est une seule année. Donc, sur des années ou sur une cohorte beaucoup plus importante, quand on se retrouve à 7000, 8000 patients, on va encore avoir jusqu'à 100 patients pour lesquels il y a des complications qui vont survenir, la dysfonction placentaire, mais également les complications hémorragiques liées à l'hypertension artérielle qui vont survenir. Et ça, si on ne le sait pas, c'est quand même assez compliqué parce que c'est des patients qui vont perdre de la chance et qui vont peut-être perdre leur enfant. On ne comprend pas un peu ce qui se passe. Parce en valeur relative, on est à 16%, mais en valeur absolue, on est à 1,1%. Et je pense qu'il faut insister vraiment là-dessus. Donc ça, c'est capital. Ça, c'est un travail, je pense qu'il faut publier assez rapidement. C'est le premier travail qui a été mené dans ce que nous faisons. Après, on verra comment mener cela. Il faut faire le point au niveau des différentes structures, le centre de santé Philippe Maguilène Senghor à Pikine, où on a un nombre plus important d'admissions, essayer de voir quelle est la tendance et retenir quelque chose pour pouvoir passer à l'échelle. Dans la discussion, je pense que la discussion elle est bien menée. Vous gagneriez à mieux la systématiser. Vous commencerez par les principaux résultats et ça c'est la prévalence les 1,1 ou les 16%, je pense qu'il faut les mettre tout de suite en évidence. Et ensuite, dans la dernière partie, il faut parler des implications que cette étude-là aura pour la pratique clinique. Qu'est-ce que ça va changer? Aujourd'hui, nous allons changer notre définition et comment nous allons classer les patients en fonction des données disponibles dès qu'une hypertension est présente.
En termes de recherche, ça demande que l'on mène d'autres recherches dans d'autres le docteur en médecine au cours de la séance du samedi 9 novembre 2024 sur le sujet suivant: pré-éclampsie au centre hospitalier national d'Amalgame, impact de la définition de l'ISSHP de 2018 sur le diagnostic et le pronostic, la déclare digne d'être promue au grade de docteur en médecine et décide de lui attribuer une mention très honorable avec les félicitations du jury. Veuillez vous déplacer au pupitre. En présence des maîtres de cette école et de mes chers condisciples, je jure et je promets d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admise à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Respectueuse et reconnaissante envers mes maîtres, je donnerai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à nos promesses, que je sois couverte d'opprobre et méprisée de mes confrères si j'y mens.